Black Mirror, ils prennent quand même le pari d'une dystopie. Oui, totalement. C'est-à-dire c'est quand même censé être un futur certes probable ou possible, Oui. mais qui est quand même connoté, on va dire, moralement de manière extrêmement dérangeante. Oui, non, absolument. C'est le but. Oui, voilà. C'est une thought experiment. Exactement. Mhm. Et d'ailleurs, tu regardes les thought experiments comme ça, souvent on voit pas venir le truc. Thought experiment, expérience de pensée. Oh oui, Pour nos amis 100% francophones. Oh là là, ouais. Allez vous faire foutre. Mais non, il y a plein de personnes. Non, je rigole. Il y a plein de personnes qui C'est parlent très bien anglais. de parler français. Non, mais quand on regarde les thought experiments du passé, Mhm. par rapport au futur, Les expériences de pensée. oui, des expériences de pensée, pardon, c'est assez drôle. Et on voit jamais venir le truc qui révolutionnera nos vies et qui font que la société est complètement différente. Vraiment? Mais écoute, tu sais, il y a cette interview très connue du seul mec qui l'a eu plus ou moins juste, et il me semble que c'est Isaac Asimov. Sur les robots? Non, sur Internet et l'ère de la communication. Oui. Dans le sens où Asimov, c'est des années 60, 50-60. Je m'avancerai pas. Ouais. C'était un peu la période l'espace, les soucoupes volantes, les voitures volantes, les Jetstones. Oui. Et la plupart des auteurs de science-fiction, la plupart des gens qui aimaient penser au futur technologique de la civilisation humaine, voyaient vraiment quelque chose dirigé vers l'espace, dirigé vers la communication, mais vers le transport en fait. On pourra aller là où on veut très rapidement. On pourra se télétransporter, on pourra aller sur des fusées et partir en vacances sur Mars. On aura des voitures volantes, il n'y aura pas de trafic, etc. Mine de rien, on se rapproche quand même assez furieusement de ce modèle, même si c'est vrai que ça prend certainement beaucoup plus de temps que ce qu'on veut bien. Mais je veux dire, l'essor de l'aviation, le passage de l'aviation à réaction telle qu'on le conçoit aujourd'hui à l'aviation hypersonique qui va révolutionner le monde de l'aviation justement bientôt, on se déplace de plus en plus rapidement, à des coûts de plus en plus effectifs. Il y a un peu de ça, mais à l'époque c'était objectif 2000, on est en 2021. Alors c'est vrai, peut-être que la volonté après derrière politique n'est pas la même. Par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est les ordinateurs, c'est Internet. Je veux dire, tu prends tous les auteurs de science-fiction, tous les, entre guillemets, futurologues d'il y a 70 ans, et tu leur dis, dessinez-moi l'année 2000, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que tu n'en as pas un seul qui dit, vous aurez accès à une plus ou moins, grosso modo, à toutes les connaissances de l'humanité et du monde dans un truc qui tiendra dans votre poche. Et vous pourrez appeler des gens partout dans le monde, gratuitement, sans fil, sans raccordement électrique, en un claquement de doigts. Et ça, je pense que c'est ce qui a vraiment marqué le passage au XXIe siècle. L'ère de télécommunications. Ouais. Oui, l'âge d'Internet. Et alors, je t'invite et j'invite tout le monde à lire, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais cette interview de Asimov sur comment il voit le futur. Et pour le coup, lui, il est spot on là-dessus. C'est assez intéressant. Oui, absolument. Mais alors toi, si tu devais dire maintenant, te mettre dans la peau de Asimov et dire à quoi le monde il va ressembler en 2100 alors, tu vas mettre une voiture volante ou tu mets pas de voiture volante? C'est une bonne question. Déjà, je ne prétends pas être Asimov, mais c'est une très bonne question. Je pense que si... Déjà, est-ce que ça va être un futur riant ou est-ce que ça va être un futur pas riant du tout? Oui, toujours, mais ça sera un futur duel. Il y aura des côtés absolument terribles, ou qu'on percevra comme terribles, comme lesquels? et d'autres qui seront beaucoup plus positifs. La conséquence de cette ère de la télécommunication, qui peut faire extrêmement peur,
c'est le côté un peu orwellien. Le côté du contrôle. Ouais. Bon, on est déjà un peu dedans. Attends de voir dans 100 ans. Oui. Je pense que ça, c'est une chose. Mhm. Je pense que ça sera en 2100, toutes les idées un peu... je pense que dans 2100, on aura aussi... on sera arrivé en plein dans Bienvenue à Gattaca. Ah oui, donc on est vraiment dans une vision qui est finalement très pessimiste. Oui, alors. non, mais je parle de toutes les choses qui entre viennent à l'esprit. Orwell et puis... Je pense que ce qu'ils appellent dans ce film, donc Bienvenue à Gattaca, c'est un film qui est sorti plus ou moins dans les années 2000. Et c'est une société dans laquelle plus ou moins tous les êtres humains sont génétiquement modifiés. Mhm. Pour être plus beaux, plus forts, plus intelligents, plus performants, plus... Et c'est un très bon film que je recommande à tout le monde. Dans ce film, ils appellent ça le génisme. Pas le génisme, mais le génisme, c'est le racisme contre les gens qui ne sont pas génétiquement modifiés. Mhm. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on dit par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui est télécommunication, il peut y avoir une marginalisation, et bien là, c'est la même chose. Si tu n'as pas les moyens, ou si tes parents ont décidé de ne pas te faire... de faire une version optimale de toi, Mhm. Tu vas être marginalisé. Et ça va créer énormément de problèmes. Et la société sera réglée sur ces questions. C'est-à-dire, est-ce que tu peux choisir la couleur des yeux de ton enfant ? Mhm. Est-ce que tu peux... Parce qu'aujourd'hui, on y arrive. Mhm. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est... Est-ce qu'on peut éviter que ton enfant ait une maladie congénitale gravissime qui va faire que sa vie ne va être que souffrance et va mourir à l'âge de 4 ans. Mhm. Ça, on peut le faire et on peut l'éviter. Par contre, personne ne se pose la question de est-ce que tu peux choisir la couleur des yeux de ton enfant ? Tu sais, aux États-Unis, ils se posent beaucoup la question. En tout cas, ils n'ont pas le droit de le faire pour l'instant. Ah oui ? Il me semble pas. D'accord. Et puis encore pire, est-ce que tu veux un garçon ou une fille ? Mhm. Et ça va arriver bientôt. On va se poser énormément de questions et d'ici à 2100, ça sera complètement intégré. Dans quelle direction, je ne sais pas. Il faudra penser aussi qu'il va y avoir un mix entre la technologie et l'être humain. Pour moi, Ghost in the Shell, c'est spot on pour 2100. On va devenir des cyborgs. Ouais, on va devenir des cyborgs. Je suis sûr qu'en 2100, on sera des cyborgs. Et là, de nouveau, quand tu y penses, il y a beaucoup de gens qui sont déjà des cyborgs. Mhm. Parce que tu regardes aujourd'hui... Tu parles de qui ? Oscar Pistorius ? Oscar Pistorius, les gens qui sont amputés de la main, qui ont des mains qui bougent, qui marchent, qui attrapent. Je vois des gens qui se sont fait... J'ai un des meilleurs amis de mon père qui s'est fait remplacer complètement le genou. Mhm. C'est un truc de malade. The Undertaker, le catcheur, il s'est fait remplacer la hanche et il a continué à faire du catch. Mhm. Mhm. Donc c'est pas genre mamie qui a une fausse hanche qui boite. C'est genre je me fais faire une nouvelle hanche et je suis encore plus performant, plus fort que quand j'avais une hanche normale. Mhm. Et puis je pense qu'on pourra bientôt intégrer des trucs dans les yeux. Je pense qu'on pourra intégrer des choses dans le cerveau. On parlait d'Elon Musk, il a une compagnie qui s'appelle Neuralink qui commence déjà à faire de la recherche dans ce sens-là. Et ça aussi, je pense que c'est inévitable et ça va arriver. Et là, il va y avoir de nouveau des énormes questions. C'est quand toute ta vie, c'est le sport et que tu as envie de jouer au foot et que tu sais que tu peux avoir une super jambe en titane qui te fait courir plus vite et taper sur un ballon plus fort, est-ce que tu te fais remplacer ta jambe ou pas ? Est-ce que tu as le droit de te faire remplacer ta jambe ? Une fois qu'on a quelqu'un qui joue mieux au football avec une jambe en titane, est-ce qu'on le laisse jouer avec ceux qui n'ont pas des jambes en titane ou juste avec des jambes en titane ? Est-ce que c'est des Jeux paralympiques ? Est-ce que si tu te fais couper ta jambe oui, c'est ça, et que tu la remplaces, est-ce que tu es un handicapé ? Tu pourrais avoir justement plusieurs ligues à partir de là. Des ligues dans lesquelles tu as des êtres humains, seulement des êtres humains, et des ligues avec des êtres humains qui ont décidé justement de faire tout pour la performance.
Ce serait aussi alors peut-être une banalisation du dopage par la même occasion. Sky's the limit. Et ça tu penses vraiment qu'on va dans cette direction-là? En 2100, ça sera installé. Ça sera comme ça. D'accord. Nous, si on était en 2100 aujourd'hui, on serait des cyborgs. On aurait probablement des parties de nous qui sont informatiques ou mécaniques, ce genre de choses. Et à ce moment-là, est-ce que ça impliquerait pas aussi d'avoir une espérance de vie plus longue? Alors, la question de l'espérance de vie va être hyper intéressante. Je ne crois pas trop à l'immortalité ou à quoi que ce soit, mais on va beaucoup réfléchir parce qu'il n'y a pas de raison que l'espérance de vie continue à augmenter. On va se poser plus de questions à ce niveau-là. Oui, si on est capable de remplacer, on sait que les gens meurent quand même en grande partie à cause de la défaillance d'un organe ou des choses comme ça. Si tout d'un coup on est capable de recréer, on va dire, je sais pas, dans un bécher, un organe défaillant et te l'implanter, à ce moment-là, tu n'as pas de raison de mourir. Donc tu vas augmenter mécaniquement ton espérance de vie. Oui, absolument, considérablement. Je pense que le seul organe qu'on ne comprend pas très bien et qu'on aura du mal à remplacer, à entretenir, c'est le cerveau. Pour le moment. Et donc, pour le moment. Mais je pense qu'en 2100, on n'y sera pas encore. D'accord. Et autre petit point sympa, moi je crois bien à la gouvernance mondiale en 2100. Tu penses? Ouais. D'accord. Donc ça veut dire quelque chose qui a un ordre, on va dire, exécutif sur toute la planète. Ouais. Alors Une sorte de fédération internationale. Pour y arriver, ça va être compliqué. Et on aura trouvé de la vie en dehors de la Terre. Mais pas des petits bonshommes verts dans des soucoupes volantes, mais... Oui, des organismes. On sera sûr qu'il y a de la vie. Voilà. C'est quoi ton take pour 2100 Écoute, moi je me pose, je suis assez ambivalent sur la question. C'est-à-dire où on va aller dans une direction finalement assez dans laquelle tout s'accélère, et si on prend on va dire la mode du jour et qu'on accélère tout pendant 80 ans, on va se retrouver avec des sociétés qui sont parallèles, mais qui sont très différentes les unes des autres selon les choix de vie que les gens font. C'est-à-dire, je pense qu'on aura toujours une partie de la population qui va vouloir vivre pieds nus dans une forêt de sapins et faire bouffer ses betteraves. Ça, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas changer. On va avoir au contraire des gens qui entre eux vont devenir, du fait de la concurrence, de plus en plus compétitifs pour être en effet le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, qui vont donc amener il va y avoir une augmentation des performances à ce niveau-là qui va être gigantesque, que ce soit de façon naturelle ou comme tu le décrivais justement de manière cyborg. On va certainement avoir aussi, je pense, une grande réforme au niveau de l'éducation qui va amener aussi une vision, on va dire peut-être beaucoup plus compréhensive de la vie pour tout le monde, pour justement offrir à tout le monde les moyens d'être libre et de vivre dignement et librement sa vie. Donc quelque chose quand même de très moral, avec une vision quand même assez forte derrière. Tout ça, je laisse le soin aux politiques de le trouver. Je suis beaucoup moins optimiste que toi concernant le gouvernement mondial. C'est-à-dire, je pense plutôt à une théorie un peu de sous-ensemble, un peu une sorte d'intégration régionale, comme l'Union européenne en est un exemple. Peut-être une fédération africaine, une fédération sud-américaine, mais disons un peu renforcée, avec certaines barrières qui sont capables de tomber. Ça, seulement si on est dans une vision, on va dire, positive, dans laquelle on arrive à exclure certains problèmes. Parce qu'il y a aussi le revers de la médaille, et le revers de la médaille, je vois, mine de rien, énormément de raisons dans ces 80 prochaines années pour qu'il y ait un cataclysme qui vienne presque éradiquer la civilisation telle qu'on la connaît. Et je ne pense pas être un prophète de malheur en disant ça, entre l'horloge atomique qui est à 23h55 depuis Alors c'est ça, est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est la catastrophe nucléaire? Justement. Est-ce que c'est un acte terroriste? Est-ce que c'est un écocide? Est-ce que c'est des conséquences du réchauffement climatique? Disons, il y a toute comme ça une série d'événements très disruptifs qui est capable de faire tomber notre civilisation, en tout cas notre modèle occidental ou des pays émergents tels qu'on les connaît. Le meilleur exemple, c'est de se poser la question,
si jamais un jour, du jour au lendemain, il ne devait plus y avoir d'électricité, qu'est-ce qui se passerait? Ouais. Et donc la guerre, je vois assez bien qu'au bout d'une semaine, on reviendrait assez vite à un état, disons, un peu de nature, avec tout ce que ça implique, avec donc une concurrence pour les ressources, avec des regroupements de personnes, avec une augmentation drastique de la criminalité, avec une augmentation drastique de la mortalité. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait nous amener dans une direction de notre développement qui soit complètement différente. On parlait de la pandémie, je ne pense pas que c'est la dernière pandémie qu'on va voir, ça évidemment non. On voit que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des pandémies. Le fait que les zones sauvages soient de moins en moins protégées et de plus en plus en contact, en tout cas régulier avec l'humanité, à mon sens, il y a des fortes chances à ce qu'il y ait une augmentation justement de pandémies, sans parler du dégel du permafrost, de ce qui se passe dans les glaciers au Tibet, des choses comme ça, où on sait qu'il y a des molécules qui sont emprisonnées, des virus notamment, qu'on n'aimerait pas vraiment voir se répandre. On sait qu'on vit dans un monde, mine de rien, qui a des ressources limitées, même si on a encore une phase, on va dire, de croissance dans l'exploitation de nos ressources, quoi qu'on en dise. On n'a pas encore commencé à exploiter les fonds marins, par exemple. Mais est-ce que le jour où on le fait, est-ce qu'à ce moment-là, on ne signe pas complètement notre arrêt de mort pour le faire? Donc, il y a, disons, il va y avoir, donc, en fait, si je devais résumer ce que je disais, c'est là, on prend la dynamique actuelle et on l'accélère encore jusqu'à arriver en 2100. Et il peut y arriver justement qu'il y ait des événements disruptifs qui à ce moment-là nous emmènent dans une direction qu'on est incapable d'envisager. Et c'est ça qui fait certainement le charme d'essayer de prédire le truc, c'est que, tu sais, c'est une théorie en anglais qu'on appelle le path dependency, qui est la théorie des... Corps de l'anglais. Comment tu traduis ça en français? Path dependency. La meilleure façon en fait de le traduire, c'est de dire simplement ce que c'est. C'est-à-dire, pour essayer de prévoir le futur, on va essayer de prévoir les choses en termes de variantes. On va se dire, voilà... c'est comme la théorie des portes. Tu vois, j'ouvre une porte, en face de moi, j'ai 2 portes, et après, derrière cette porte-là, il y a encore 2 portes, ou 3 portes, ou 1000 portes, comme tu veux, et à chaque fois, tu en choisis une. Et après, tu as toujours un nombre de portes qui lui est propre, et tu continues comme ça jusqu'à l'infini. Donc en fait, ce que tu vois, c'est qu'un tout petit... C'est aussi... ça rejoint la théorie de l'effet papillon, par exemple. Hein. C'est un tout petit choix à un moment peut apporter un changement complètement drastique. Donc un changement, un événement cataclysmique... l'astéroïde, l'invasion d'extraterrestres, n'importe quoi, l'invasion d'extraterrestres, moi j'y crois pas trop, ça nous amène justement un changement drastique qui nous est aujourd'hui impossible de prévoir. Donc un monde en 2100 qui a beaucoup de chances d'être catastrophique. Oui, je pense. Non, je le pense vraiment. Et pas de gouvernance mondiale. Non, peut-être une sorte peut-être de conseil après entre ces grandes entités régionales, mais je pense quand même que là on part de trop loin pour arriver, on va dire, à une intégration, une gouvernance mondiale. Regarde, pour arriver à une intégration mondiale, finalement, comment est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, où tu as une intégration qui est volontaire, où à ce moment-là, tout le monde se dit « Ah, mais oui, c'est une super bonne idée, on a des problématiques en commun, on crée un truc, on leur file du pouvoir, on se met d'accord sur un ensemble de règles pour élire des gens et tout. » Exactement. Ok, ça va être difficile que ça arrive, bien sûr, parce que tout le monde a des intérêts très différents. Et beaucoup de personnes ne voudront jamais lâcher leur pouvoir. Une autre façon d'y arriver, et c'est ce qu'on a vu beaucoup à travers l'histoire avec l'unification, on va dire, de certains pays, c'est de le faire par la guerre. Mais de le faire par la guerre dans un âge nucléaire, c'est une folie. Non, bien sûr. C'est vraiment une folie. Ou alors, il faut justement une menace extérieure. Là, encore une fois, la distinction ennemie, de dire, voilà, est-ce que c'est Reagan qui disait ça, c'était... il disait, je pense qu'on pourrait très vite oublier nos différences, justement, si tout d'un coup on était attaqué par une autre civilisation qu'on ne connaît absolument nulle part et tout. Mais là, ce serait quand même vachement trop tard pour commencer à prendre des décisions. Si les petits bonhommes verts ont décidé de nous détruire, on aura beau se rassembler ensemble. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, finalement, ça fait 3 possibilités, on pourrait dire, ou alors d'avoir vraiment une prise de conscience globale, planétaire et tout, pareil. À mon sens, c'est une gouvernance mondiale n'est pas une gouvernance sans indépendance de certaines régions, de certains États, et ne va pas forcément sans conflit non plus. C'est vrai. Tout à fait. Mais après, c'est jusqu'à
la question, en fait, ce qu'on devrait poser, c'est jusqu'à quel degré de gouvernance est-ce qu'on a envie d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait déjà même maintenant parler d'une certaine forme de gouvernance mondiale. Il y a l'ONU. Il y a l'ONU, il y a toutes les agences de l'ONU, mais disons, il y a aussi Donc un ensemble de normes internationales qui sont respectées. C'est ça. Donc on a une forme de... Mais on n'a pas encore de pouvoir décisionnel. Non, absolument. C'est-à-dire, on n'a pas le président du monde qui prend des décisions pour tout le monde. Et je ne sais pas, à vrai dire, si c'est quelque chose qui soit véritablement un but à atteindre. Non, mais je pense que ce serait par la force des choses. Et je pense justement que on parlait de menaces extérieures, et bien, c'est pas forcément les extraterrestres, mais ça peut être l'écologie. Oui. Ça peut être le terrorisme, ça peut être ça peut être pour des mauvaises raisons, par rapport au devoir de surveillance. Je pense que ça peut aussi être une société dans le côté pessimiste des choses, qui est particulièrement élitiste, où finalement, on a envie... On a envie démocratiquement de créer une sorte de dictature démocratique. Ouais, mais ça marche pas. Non, je sais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut être élu, mais tous les autres se font surveiller. Ouais, et si tu veux sortir de ceux qui se font surveiller, et ça va être le bordel parce que ça va créer des formes d'élites qui voudront jamais se sortir de leur pouvoir. Mais ça peut se faire au niveau international, je pense. Oui, moi je pense que des groupes ou des élites, comme tu parles, ça finit systématiquement... J'ai l'impression de parler comme un complotiste, en fait, ça m'énerve. Ouais, mais là on s'en fiche parce que nous on n'est pas en train de décrire la situation actuelle. On est en 2100. On est en 2100. Exactement. Il peut y avoir des conclusions en 2100. Tout à fait. Enfin, il peut y avoir en tout cas des tentatives de contrôle, il peut y avoir un moment de choses. Ouais. Mais non, moi je pense pas. Honnêtement, si aujourd'hui il y a une idée que j'ai toujours trouvée très intéressante en matière de démocratie, c'est de se poser la question où serait la démocratie si on devait tirer au sort les gens qui s'occupent pendant un laps de temps d'être des députés, des parlementaires, même des ministres. Wow. Et ça, je pense que c'est une très bonne façon en réalité de pérenniser la démocratie, de renforcer le système, sans qu'on rentre forcément dans les dérives incroyables. Puis en fait, déjà, ce qui se passe dans un tribunal, c'est-à-dire on tire des jurés au sort, qui vont juger. Alors ok, il y a un juge qui est là, qui dit monsieur le jury, il faudrait quand même appliquer la loi, on peut pas faire n'importe quoi. Les gens qui tirent au sort pour diriger seront aussi encadrés. Encadrés peut-être par d'autres personnes, peut-être, ou les personnes sortantes, ou n'importe quoi. Et il y a, je trouve que c'est une idée qui est très élégante. Moi, je vois assez pour l'avenir une sorte de... Tu vois, jusqu'à présent, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on vit dans un modèle très américain basé sur le volontarisme. Voilà, j'ai la volonté de faire quelque chose, je peux y arriver, si je travaille dur, et c'est ça qui prévaut sur tout le reste. Exactement. Et puis, il n'y a pas d'autre manière d'arriver à une certaine forme de justice dans la société ou de réussite. Je pense qu'il est temps de sortir aussi un peu de ce modèle et de retomber sur des choses, disons, qui soient justes par essence. Et les choses qui sont justes par essence, ce serait justement les tirages au sort. Justement, le fait de faire venir du hasard dans ce système, ça viserait à le pérenniser. Ce serait pas mal, parce que surtout qu'il y a un revers de la médaille monstrueux par rapport à ce volontarisme-là, c'est que finalement, nos dirigeants sont finalement pas les personnes les plus à même de diriger, mais ce sont les personnes qui montreront le plus de volontarisme possible. C'est ça. Et c'est pas parce que tu es volontaire que tu es forcément bon. C'est ça. Ça devient Donald Trump, quoi. Ça devient débile. C'est ça. Et si Donald Trump a été... Et c'est ça qu'on montre aussi, c'est qu'on peut les mettre au hasard, parce qu'on a eu genre Donald Trump président, quand même... Enfin, c'est vraiment, sur le papier, c'est vraiment pas quelqu'un qui a ce qu'il faut pour être président. Et il a une présidence qui finalement a été encadrée beaucoup par une administration, par des conseillers, par un establishment, qui a fait qu'il n'a pas... Mais pas tant que ça. Et puis aussi, il y a la fonction qui fait que si tu es un psychopathe, tu l'es un peu moins quand tu es président des États-Unis, quoi. Non, je pense qu'au contraire, il faut être un peu psychopathe si tu veux être président des États-Unis. Mais ça, c'était le grand truc, c'est que la plupart des dirigeants européens et américains montrent des signes très clairs
de psychose et de sociopathie. Ben justement, c'était quoi? C'était un psychanalyste italien qui, le jour de l'élection d'Emmanuel Macron en France, disait justement qu'Emmanuel Macron, dans la façon de s'exprimer, dans les tics qu'il pouvait avoir, pour lui, était quelqu'un qui avait une petite psychopathie, etc. Et je le reconnais volontiers, mais ça, sauf erreur, en matière sociologique, dès les années 50, on a réalisé que les chefs d'entreprise, les managers, ces gens-là étaient souvent des gens qui avaient des traits qui pouvaient se rapprocher justement de la psychopathie. Mais ça, c'est pas un hasard. Donc si on a envie de sortir, on va dire, ces traits de personnalité qui ne sont pas très recherchés, à vrai dire, peut-être justement que le hasard, ce serait pas mal. Ouais, moi j'aime bien. J'aime beaucoup cette idée. Parce qu'en effet, si on accélère tout, même là, si on accélère, on va dire, le rythme des mandats, des choses comme ça, à ce moment-là, ça continue à marcher. Donc 2100, si on y arrive, on jouera à la loterie du président. Ouais. C'est pas mal. Une sorte d'euro-million. Ouais. Dans lequel on met son bulletin si on a envie d'y aller. On met pas son bulletin si on n'a pas envie d'y aller. Exactement, c'est ça. Et puis après, on est un peu encadré par des sortes de technocrates ou... de mélange de mandarins, technocrates, etc., mais qui n'ont pas vraiment de pouvoir. Et puis qui te forment un peu à la façon dont la structure fonctionne. Et puis après, voilà, let's go. Troisième option, pour 2100, tu connais le jeu 2077 ? Cyberpunk 2077 ? Non, je connais pas celui-là. Ok, c'est le dernier jeu de CD Projekt Red. Et c'est un futur dystopien. Alors, c'est pas 2100, c'est 2077. Mais, en l'occurrence, le jeu concerne que les États-Unis parce que ça se passe aux États-Unis. Et les États-Unis en 2077, le concept, c'est que l'État est défaillant. Il y a des scissions à l'intérieur de l'État. Et il n'a plus de pouvoir. Et les vraies personnes qui ont le vrai pouvoir aux États-Unis, ce sont les énormes corporations. Et les corporations ont pris le dessus sur un État défaillant. Et on arrive dans des villes où il y a des méga corporations gigantesques qui contrôlent les villes, qui ont les forces armées les plus importantes, et qui font la pluie et le beau temps sur les États-Unis. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas ? Un petit peu, mais là c'est in your face. Ouais. L'État n'existe plus et la seule personne qui présente un semblant de structure et d'ordre, ce sont les corporations. C'est aussi une idée que je trouve assez sympa. Je pense pas que c'est ce qui va arriver mais, en 2100, mais food for thought pour parler en anglais. Il y a quand même déjà, on sait qu'il y a certaines sociétés qui valent plus que certains États ou certains groupes d'États. C'est dans des proportions assez gigantesques. Ça va être très intéressant ce qui va se passer très vite par rapport à ça. Parce que moi, par exemple, je trouve ça complètement fou qu'il n'y ait pas d'antitrust contre Google déjà. Un peu en Union européenne. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui se passe si Google gagne ? Gagne quoi ? Les procès qu'on pourrait lui faire pour non-compétition dans le futur. Oui. Si on dit que Google a le droit de le faire et que c'est pas une non-compétition, ça leur donne un pouvoir considérable, encore plus considérable qu'ils l'ont aujourd'hui. Moi, le scénario que je verrais bien arriver une fois, ce serait justement une personnalité un peu charismatique à la tête d'une entreprise, peut-être comme certains patrons auxquels on peut penser, qui ont réussi à avoir une accumulation de richesses phénoménale, et qui après aillent voir ou lancer, disons, une campagne politique pour se faire élire dans des pays pauvres. Ouais. En disant, voilà, moi maintenant, j'ai envie de m'occuper de votre pays et je vais m'en occuper comme je me suis occupé de ma société. Ouais. Et ma société, c'est trop cool, blablabla. Ouais. Et à ce moment-là, je me demande... Ils s'achèteraient des pays, presque. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'ils ne seraient pas dans une situation où ils peuvent parler d'égal à égal avec tous les autres États ? Tu viens de me faire peur, Lancelot. Mais ça fait très peur. C'est pas mal. Et justement, je m'étonne beaucoup qu'il y ait des personnes qui pensent aller sur Mars, mais qui n'ont pas pensé encore à aller racheter le Burundi ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. C'est... parce que... Et à commencer à acheter
des Rafales et des M16 et des armements et de développer un programme nucléaire avec les 200 milliards qu'ils ont amassés. De commencer à avec fournir des passeports à tes employés qui viennent te rejoindre un peu dans ton nouveau pays, des choses comme ça. Et tu deviens un pays société. Ouais. Est-ce que ce serait pas un pays qui se ferait écraser dès sa création hein? Bah, je pense que ça dépend où il est. Ouais. C'est un peu ça. Non, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a déjà eu des tentatives, mais je pense que les tentatives, ça a toujours été, disons, des familles en position dominante, mais qui n'étaient pas dans une position dominante, avec aussi critique, qu'elles étaient capables de tout racheter. C'est le truc de la dictature économique, des choses comme ça. Ça, il y a déjà eu. Mais ça n'a jamais été au point, si tu veux, d'avoir une sorte de vision derrière un peu messianique, de dire, ah, mais voilà, chez nous, on a vraiment envie que ce soit nos lois qui s'appliquent, pour le bien de l'entreprise et forcément celui du pays. Ouais. Ça, et ensuite du monde. Évidemment, parce qu'après, tu commences par un petit pays, pour est-ce que tu n'en rachèterais pas un autre derrière? Ouais. C'est bizarre que ça n'arrive pas, ou qu'il n'y ait pas des... Ça m'étonnerait pas que ça arrive un peu. Et justement, comme tu le disais, il y a ce risque après que pour cette personne, ou cette société, qu'il y ait une réponse justement d'autres acteurs étatiques qui n'ont pas du tout envie de voir un concurrent en la matière. Mais Ah, bien sûr. ça ouvrait quand même une porte. Ouais.